faites bien de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. En Centrafrique, l'opposition ne fléchit pas au lendemain de la validation de la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Les leaders de la COD 2020, une coalition de 15 partis de l'opposition, ont réaffirmé leur position mardi. Ils ne reconnaissent pas la victoire du président sortant avec seulement 17% du corps électoral et dénoncent d'innombrables fraudes et irrégularités. Selon eux, les élections groupées du 27 décembre 2020 ne sont qu'une mascarade et ne reflètent nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Les candidats d'opposition avaient déposé plusieurs recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Cette dernière a bien annulé ou redressé les résultats de certains bureaux de vote pour des irrégularités, mais a jugé lundi que compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix, leur impact n'a pas pu inverser la tendance. Pour l'opposition, la Cour constitutionnelle a agi en vertu de motivations politiques plutôt que de dire le droit. Elle accuse aussi d'avoir ignoré certains éléments de preuve qu'elle avait déposés à l'appui de ces accusations de fraude. Dans cet élan, la COD 2020 a annoncé leur intention de faire un mémorandum et rendre publiques les preuves qui ont été annexées à leur recours afin, selon eux, que l'opinion publique nationale et internationale puisse se faire sa propre conviction sur ces éléments de preuve. Lundi, après la validation de sa réélection, le président Touadéra a appelé à la réconciliation nationale et déclaré tendre la main à l'opposition démocratique. Mais dans le pays, la situation reste incertaine, la menace des groupes rebelles planant toujours. En République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo, nommé le 31 décembre informateur, a entamé ses consultations mardi dans le but d'identifier une nouvelle majorité parlementaire après la rupture de la coalition FCC-CAJ. Le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila revendiquait cette majorité avant de voir le bureau de l'Assemblée nationale tomber à la suite d'une motion initiée par l'opposition et des députés pro-Tshisekedi. Présenté comme l'un des piliers du précédent régime qui a fini par s'en éloigner, lui et sa plateforme revendiquent toujours 41 députés nationaux et 17 sénateurs. Aujourd'hui, il doit convaincre opposants comme membres du FCC d'adhérer ouvertement à l'union sacrée souhaitée par Félix Tshisekedi, jusqu'ici largement minoritaire à l'Assemblée, et d'ouvrir la voie à la formation d'un nouveau gouvernement. Cette mission à lui confiée peut durer jusqu'à 30 jours et être renouvelée une fois, mais dans l'entourage du président, on estime qu'elle sera courte. Dans le camp de Joseph Kabila, on avance que le chef de l'État ne devait pas nommer un informateur avant la démission ou la destitution du chef du gouvernement. Pandémie de Covid-19, la capitale du Rwanda, Kigali, est à nouveau confinée depuis ce mardi en raison d'une augmentation des infections. Lundi soir, le gouvernement rwandais a annoncé l'interdiction de tous les mouvements inutiles dans et en dehors de la capitale pour une durée de 15 jours. Selon les chiffres du ministère de la Santé, Kigali enregistre 61% des infections depuis début janvier. Désormais, tous les mouvements nécessitent une autorisation de la police. Les commerces non essentiels, églises, écoles et universités sont fermés et le couvre-feu est maintenu dans tout le reste du pays à partir de 18 h. Le Rwanda a été l'un des premiers pays africains à imposer un confinement total en mars 2020 et a maintenu un couvre-feu nocturne dont les horaires ont évolué en fonction de l'évolution de l'épidémie ainsi que des restrictions d'ampleur variable sur les transports. Avec une population de 12 millions d'habitants, le Rwanda a enregistré près de 11 500 cas de Covid-19 pour environ 150 morts depuis le début de l'épidémie. En Éthiopie, le Conseil électoral vient de radier le Front de libération du peuple du Tigré TPLF, ancien parti au pouvoir dans la région rebelle. Conséquence, ce dernier ne pourra pas participer aux prochaines élections législatives qui doivent se tenir le 5 juin 2021. Le scrutin prévu initialement l'été dernier avait été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, mais le TPLF l'avait maintenu de façon unilatérale, défiant le gouvernement fédéral. La décision du Conseil électoral éthiopien sonne donc comme un retour de bâton. Pour justifier cette radiation, Addis Abeba a indiqué que le TPLF se livrerait à des violences armées. Ces dernières semaines, des images satellites des déclarations de responsables militaires et civils en poste au Tigré et de rares témoignages d'habitants suggèrent que le conflit continue dans l'ombre. Depuis novembre, un blackout sur les communications et des restrictions sur les déplacements rendent difficile l'accès aux sources.
Le 6 janvier dernier, dans un rapport, les Nations Unies décrivaient le Tigré comme volatile avec une persistance de combats localisés. L'ONU s'inquiète particulièrement de possibles exactions dans 2 camps abritant plus de 30 000 réfugiés érythréens, dans les camps toujours inaccessibles. En Tunisie, la tension ne retombe pas malgré le couvre-feu et l'appel au calme du président Kais Saied. Pour la 4e nuit consécutive, les manifestants, essentiellement des jeunes, ont à nouveau investi les rues. Des troubles sociaux qui se doublent de quelques appels informels à manifester contre la pauvreté. Ces violences ont éclaté dans plusieurs régions au lendemain du 10e anniversaire du départ de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Les échauffourées se sont poursuivies dans la nuit de lundi à mardi, en dépit du couvre-feu des 20h en vigueur depuis octobre pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus avancée à 16h de jeudi à dimanche et accompagnée d'un confinement. Jusqu'ici, ces protestations n'ont pas abouti à des revendications politiques claires et sont émaillées de pillages. Les jeunes n'ont pas de mot d'ordre, mais beaucoup de colère face à l'absence de perspectives économiques. C'est que 10 ans après la révolution, le taux de chômage des jeunes dépasse les 35% et la croissance économique n'est pas assez forte pour absorber cet afflux de jeunes, diplômés ou non, qui arrivent sur le marché du travail chaque année, situation aggravée par la crise sanitaire. Le ministère de l'Intérieur a annoncé lundi 632 arrestations et l'armée a été déployée pour protéger certains bâtiments publics. L'Union générale des travailleurs tunisiens a appelé à cesser les troubles nocturnes, tout en rappelant que le droit à manifester était garanti par la Constitution, mais les rassemblements sont actuellement interdits en raison d'une recrudescence des cas de Covid-19. C'est sur ces violences en Tunisie que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur DBS Télévision.